Kémy Séba et avec Ravi, avec Mireille. Et si je lance le mot d'ordre, dimanche, du Kemetic Power, je compte sur vous tous pour allier un tel mot d'ordre. Hotep. Hotep. Le 6. Oui, non, c'est bon. 9e et avant-dernière question. Quel est l'apport réel et incontestable de Kémy Séba au débat contemporain relatif au panafricanisme des peuples? Page 140. Panafricanisme des peuples entre guillemets. Je voudrais dire que... Je voudrais dire d'abord que Kémy Séba a été quelqu'un qui a fédéré beaucoup de courants de pensée. Hein? Et je ne crois pas trahir la vérité en disant cela. Kémy Séba a insisté sur un point. C'est que il existe 3 camps qui, d'après lui, disons, 3 foyers d'opposition qui, d'après lui, n'ont pas favorisé ou n'ont pas compris ces différentes stratégies au fur et à mesure où le combat s'aiguisait. Lorsqu'il a manifesté son désir de retourner à l'islam, ces 3 foyers d'opposition se sont manifestés violemment. Il y a les juifs, philanthropes et extrémistes, qui voyaient dans cette annonce, je cite Kémy Séba, toujours page 138, le danger potentiel de rallier à notre combat, c'est-à-dire au combat des Noirs, une partie de la Oumma frontalement anti-oligarchique. D'ailleurs, il était marrant d'observer que pour ces derniers, ma conversion ne pouvait pas être sincère. Ils croyaient réellement que je m'étais rapproché de l'islam par pur opportunisme politique, dans le but d'élargir de manière significative ma base militante. Ce sont d'ailleurs eux qui répandirent dans la presse nationale l'idée que ma conversion était totalement machiavélique et qu'au fond, je considère toujours le Coran comme un livre négrophobe. Ils étaient totalement à côté de la plaque, loin de ce que je planifiais avec l'aide du Tout-Puissant, à savoir la propagation de l'enseignement diffusé aujourd'hui par le ministre Louis Farrakhan. Pour tout dire, l'égarement médiatique des philanthropes me réjouissait. Le deuxième foyer d'opposition était celui des salafistes maghrébins de France, pour la plupart, qui ne goûtaient que modérément ma grille de lecture reliant l'islam à la tradition primordiale des peuples aborigènes de la terre. Ces derniers, arabo-mondialistes et suprématistes, pour la plupart, ne pouvaient accepter l'idée que l'islam préexistait de manière naturelle chez les peuples originels, à une époque où il n'y avait encore aucun arabe sur terre. Parmi les musulmans, entre parenthèses noirs, blancs et maghrébins, réagissant à ma conversion, ces salafistes étaient minoritaires, mais je sentais leur très forte hostilité. Car certains avaient déjà deviné que j'étais en réalité redevenu un fruit de l'islam du ministre Louis Farrakhan, et ce, malgré toutes mes précautions pour garder mes distances par rapport à Nation of Islam, afin de ne pas divulguer mon appartenance idéologique à ce mouvement. Le troisième foyer d'opposition, le moins fourni, était pourtant le plus hostile, le plus virulent, le milieu afrocentriste. Je vais m'attarder un peu sur cette mouvance, le système m'ayant désigné via ces médias comme en étant le porte-parole. Évidemment, je me doutais qu'il ne serait pas aisé pour un courant idéologique dont l'existence s'appuie quasi uniquement
sur la critique de l'islam et du christianisme, d'accepter ma compréhension des livres saints, Coran, Bible, Cabra, Négaste, et donc de tolérer mon retour à la religion musulmane. Et bien sûr, mes anciens détracteurs afrocentristes qui, déjà au départ, ne supportaient pas ma médiatisation, s'empressèrent de dire, je cite, « Vous voyez, Kémy Séba nous a trahis, trop attiré par le buzz et la célébrité. Il a préféré une communauté de plus de 1 milliard de personnes à notre petite communauté afrocentrique qui n'en compte que quelques centaines. » J'étais devenu l'Anakin Skywalker de la communauté afrocentriste, l'enfant prodige qui s'était finalement détourné de ce à quoi il était destiné pour rejoindre le côté obscur, l'islam. Donc, je voudrais juste faire une remarque. Kémy Séba a désigné les juifs philanthropes et extrémistes comme le premier foyer d'opposition contre lui quand il s'est converti à l'islam. Il a désigné ensuite les salafistes maghrébins de France, pour la plupart, comme le deuxième. Mais quand il a désigné ce qu'il a appelé le milieu afrocentrique, il a ajouté le plus hostile, le plus virulent. Bon, si réellement Kémy Séba pense que j'appartiens, moi, à la mouvance afrocentrique, même si je viens de montrer que c'est une inanité conceptuelle, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je n'étais pas hostile à Kémy Séba. Voilà donc la preuve que son analyse n'est pas correcte. Moi, je n'étais pas hostile à Kémy Séba. J'ai fait partie des comités de soutien du Kémy Séba. Les RG ont enregistré mon nom, ont envoyé du courrier à mon domicile, à Boulogne-Billancourt, mettant en garde ma mère contre ma filiation avec un groupe extrémiste qui fait des attentats, qui est antisémite, etc. Et ma mère m'a dit, de toute façon, moi, mon fils, s'il est avec Kémy Séba ou comme que vous parlez, c'est qu'il sait pourquoi il est avec lui. Ça ne doit pas être quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un qui défend son peuple. Voilà ce que ma mère a dit. Sauf que de temps en temps, ma mère dit que Jésus va le protéger. Bon, ça, je crois que Kémy Séba apprécie. Mais, ce qui est important, je vais dire quelque chose maintenant qui prouve que Kémy Séba a tort. Le courant qu'il appelle à tort afrocentriste, et qui est le courant des disciples de Cheikh Anta Diop. Ce courant-là était le moins hostile à Kémy Séba. Donc je le lui dis pour qu'à l'avenir, il évite de faire ce qu'on appelle des querelles byzantines qui n'ont pas lieu d'être. C'était le milieu le moins hostile à Kémy Séba, en définitive. Même quand Kémy Séba a rompu avec certains groupes, je citerai très rapidement le collectif Onsar, qui est dirigé par le frère de combat panafricaniste Nabouaki, par le frère de combat Carlos Emilien Missouma, par le frère de combat Bakemra Traoré, etc. Moi, je me souviens qu'au tribunal, lorsque Kémy Séba était traîné au tribunal par la mouvance sioniste, c'est plutôt les Emilien Missouma et autres qui étaient spontanément dans sa garde rapprochée. Donc, si ces gens-là n'ont plus suivi le combat qu'il a mené, ce n'est pas par hostilité pour lui. C'est pour des raisons stratégiques. Alors, je dis que moi, j'ai 3 divergences avec Kémy Séba. Voilà. Moi, Kovi Rekmira, j'ai 3 divergences avec lui. Je pense qu'on peut libérer les Noirs sans passer par l'islam. Que ce soit l'islam sunnite, orthodoxe, que ce soit l'islam de la nation de l'islam. Et je dis à Cheikh Sidati Lo, qui est un de mes jeunes pour lequel j'ai la plus grande estime. Il est actuellement le représentant de la nation de l'islam en France. Pour moi, l'unité d'action des Noirs l'emporte sur le positionnement religieux. Je vais plus loin. Si nous voulons combattre tous les Noirs au simple motif qu'ils sont musulmans, chrétiens, nous allons faire
le génocide de au moins un quart de l'Afrique. Pour rien. Il y a des gens qui sont musulmans parce que leur famille est musulmane. Il y a des gens qui sont chrétiens parce que leur famille est chrétienne. Il y a des gens qui se disent juifs parce que leur famille se dit convertie au judaïsme. Mais ces mêmes gens, ils constatent lucidement le comportement des Arabes musulmans contre eux, qui est de l'ordre de la négrophobie. Ils constatent le comportement de leurs co-religionnaires chrétiens blancs contre eux. Quant aux Juifs, ils ont toujours dit que les Noirs, même les Falachas et autres, c'est des cancrelats et des cafards en Israël. Donc c'est clair. Donc, pourquoi nous ne voulons pas d'une confrontation religieuse entre les Noirs? Parce que dans la théorie des contradictions, la contradiction principale, c'est d'abord entre les Noirs qui sont kémites et les Noirs qui sont cosmopolites. Voilà. Donc nous devons d'abord leur donner une vision. Une vision. Et c'est cette vision que nous puisons dans les humanités classiques égypto-nubiennes, dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, qui est la plus avancée. On ne peut pas me citer quelqu'un qui a dépassé Cheikh Anta Diop dans le temps contemporain. Voilà ma position. D'abord, moi, je ne me mets pas à défendre les idées de quelqu'un qui n'est pas un géant. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kémi Séba qui dit que Cheikh Anta Diop est un géant. Et je demande à tous ceux qui suivent Kémi Séba d'écouter ce que Kémi Séba a dit. Ma deuxième divergence avec Kémi Séba, c'est que je pense que le panafricanisme est un contenant, c'est-à-dire une idéologie de libération et d'action du peuple noir africain. Mais je crois que le contenu que nous devons donner au panafricanisme, que j'appelle le système autoréférentiel de la MAT, il ne peut y avoir de panafricanisme que autoréférentiel et matique. La MAT. Pour moi, la MAT, c'est le concept nodal, opératoire et opérationnel qui va permettre de résoudre les problèmes sociaux, économiques, spirituels, scientifiques du peuple noir, que j'appelle le peuple kémite. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le panafricanisme fourre-tout. C'est là que vient maintenant ce que j'appelle la cristallisation des chapelles. Il y a ceux qui n'en conçoivent le panafricanisme que dans la mesure où c'est gardé. Donc ils sont exclusivistes. On appelle ça le garvérisme. Pour moi, le garvérisme n'existe pas. Ce qui existe, c'est la contribution de Garvey au Sématawi. Voilà ma position. Donc, la cristallisation des chapelles doit cesser. Le noukroumaïsme, le noumumbisme, le sankarisme, le cabralisme, le diopisme, tous les ismes doivent cesser. Ce qui est important désormais, c'est la MAT. Donc, il y a les panafricanistes. Qu'est-ce que j'appelle autoréférentiel? C'est-à-dire chaque expérience révolutionnaire puise dans son histoire son propre modèle, sa référence. Les Chinois ne sont pas venus chercher les nègres pour inspirer la révolution chinoise. Même si nous savons que Confucius a été influencé par les nègres. Mais les Chinois n'ont pas dit que leurs théoriciens sont des nègres. Or, que disent les Africains? Les Africains disent que Karl Marx, Lénine, Engels, Enver Hoxha, et ceci c'est les théoriciens. Donc ça c'est l'extra-référentialité et l'aliénation. Voilà ma position. Donc pour moi, Kémi Séba, c'est quelqu'un qui est pour le panafricanisme révolutionnaire, mais il doit clarifier son positionnement par rapport au système socio-économique qu'il veut mettre en place. Il va puiser ça où? À partir de quel document? À partir de quelle source? Si ce n'est l'histoire de l'Afrique elle-même. Quelle est la conférence que Kémi Séba a donnée pour inculquer à la jeunesse l'histoire de l'Afrique?
Kémy Séba est attendu sur sa compréhension de l'histoire de l'Égypte antique, de l'histoire de la Nubie, de Khartoum jusqu'à Kouch, de l'histoire de l'Éthiopie. Parce que j'ai vu qu'il a fait une référence au Kabra-Nagas, à la chronique des rois. Mais j'attire son attention sur le fait que le Kabra-Nagas a été écrit et réécrit par des scribes à la solde de la dynastie qui se prétend salomonienne. Et que l'Éthiopie a existé avant cette dynastie. Avant Ezala, l'Éthiopie a existé. Il y a eu des rois éthiopiens qui étaient soudanais de Souch et Oromo. Donc c'est comme ça que l'histoire de l'Éthiopie commence. L'histoire de l'Éthiopie commence avec les Kandas, pas avec Aksum. Donc nous devons être corrects aussi dans notre façon de parler de l'histoire. L'empire de Ghana, quelle est la position de Kémy Séba sur ça? Quelle est la position de Kémy Séba sur l'empire du Mali? Hein? Sur Kémy Séba au Bénin? Sur l'ancien royaume du Dahomey? Sur la confédération de Yoruba d'Oyo? Sur la confédération Ashanti? Je dis que c'est une des lacunes du travail de sensibilisation de Kémy Séba. Et c'est dû au fait qu'il a privilégié l'activisme. Mais il n'a pas fait un travail sur les humanités classiques. Celui qui a fait ce travail, c'est Farid Taaka. C'est Farid Taaka qui a fait ce travail. Et je voudrais maintenant rendre hommage, un hommage public, à un jeune frère. Et je crois que Kémy Séba ne me démentira pas. Ce jeune frère s'appelle Kandem, de son nom patronymique. Mais il s'appelait Heri Djabouti Sechat. C'est un doctorant en histoire qui prépare une thèse sur un sujet extrêmement riche et stimulant. C'est même, je vais aller plus loin, dans l'entourage même de Kémy Séba, un des plus fidèles, un de ceux qui lui sont restés fidèles jusqu'au bout. Il l'a accompagné pendant son expulsion du Sénégal. Il est à ses côtés au Bénin. Il est à ses côtés en Martinique. Il est à ses côtés partout. Et ce jeune homme, il fait partie de ceux qui ont compris le rôle de l'histoire et de la conscience historique dans l'élaboration du panafricanisme révolutionnaire. Par conséquent, pour moi, Heri Djabouti Sechat joue un deuxième rôle. C'est un élément qui rapproche Kémy Séba de la mouvance de Cheikh Anta Diop. Et qui est soucieux que l'éloignement ne prenne pas la tournure d'une rupture. C'est le lien ombilical avec notre mouvance. Et nous le soutenons tout en appréciant sa collaboration durable avec Kémy Séba. Troisième et dernière divergence. Nous pensons que le panafricanisme révolutionnaire ne peut pas se faire sans la restauration de la religion monothéiste ancestrale d'Osiris. Nous pensons que l'islam est incompatible avec le panafricanisme révolutionnaire. Que le judaïsme est incompatible avec le panafricanisme révolutionnaire parce que pour nous, la spiritualité est consubstantielle à la culture. Et la désaliénation culturelle du peuple africain suppose le retour à la spiritualité ancestrale des Africains. D'ailleurs, c'était une des divergences que ce groupe de Kémy Séba avait avec Doumbia Fakoli. Et sur ce point, je pense que Doumbia Fakoli a une position correcte. Donc, ma conclusion, puisque nous arrivons à la, disons, à la formulation des vœux et des propositions, ma conclusion, c'est ceci. Je souhaite... D'abord, je vais partir d'un constat. Les gens qui parlent le plus de Kémy Séba, c'est les gens que lui-même appelle afrocentristes avec dédain. En fait, c'est... Même le nom de Kémy Séba, l'étoile noire, c'est pas un arabe. C'est quand même un nom en médionétaire, comme lui-même est fier de cela. Donc, ça veut dire que Kémy Séba, sa vraie base militante, c'est les soi-disant afrocentristes. Mais s'il les appelle correctement, il va dire, ce sont les militants de la mouvance
du mouvement Sematawi pour l'émancipation du peuple kenyans. Ah, s'il dit les choses correctement. Bien. Donc, nous, on ne peut pas être contre Kémy Séba. Kémy Séba, c'est même un de ceux à qui je vais rendre hommage dimanche. Dimanche, j'aurai 58 ans. En fait, j'ai commencé à militer à 20 ans, à l'âge de 20 ans. Donc, j'avais l'immaturité des jeunes. Et Kémy Séba, comparé à moi, il était plus mûr. À cet âge-là, à 20 ans, Kémy Séba était plus mûr que moi, je l'étais à 20 ans, il y a 38 ans. Par conséquent, je lui rendrai hommage parmi tous ceux qui ont mené ce combat-là. Je le ferai dimanche ici, publiquement. Il ne s'agit pas de cacher nos intentions. Ce que nous disons, c'est ce que nous pensons. Nos points de désaccord sont en même temps la prémonition de futurs accords. Nos points de désaccord ne font qu'ouvrir le front des futurs accords. Bien. Je dis que l'acquis, c'est que nous soutenons le travail pour promouvoir le panafricanisme révolutionnaire. Bien. À partir de ce constat, je fais 3 réflexions. Première réflexion, il faut enseigner les humanités égypto-nubiennes. Et d'une manière générale, l'histoire de l'Afrique pendant toute la période impériale. C'est là où on va puiser ce qu'on appelle notre modèle paradigmatique. On ne peut pas le faire en l'air, en inventant des choses. Bien. La deuxième chose, il faut constituer une organisation. Bon, Kémy Séba avait annoncé la création du parti panafricaniste du Bénin. Bon, nous n'avons pas vu ce parti opérer sur le terrain. Nous avons beaucoup de gens qui sont avec Kémy Séba en fait. Nous avons le frère de combat, Constant Zadi, qui est avec Kémy Séba en Côte d'Ivoire. Nous avons d'autres frères de combat qui ont accueilli Kémy Séba quand il a été expulsé. Ce sont nos partisans directs. Donc nous sommes informés de ce qui se passe. Donc nous disons qu'un parti panafricaniste ne peut pas être localisé dans un pays. Ce qui peut être localisé dans un pays, c'est une section locale de parti panafricaniste qui, lui, est transnational. Voilà notre position sur cette question-là. Bien. Mais nous apprécions le travail de terrain et de urgence panafricaniste. Ensuite, il faut former des cadres politiques. Parce que ce qui a fait défaut au Burkina Faso, c'est l'absence de cadres panafricanistes. Ce qui fait défaut en Centrafrique, c'est la même chose. Ce qui fait défaut au Sénégal, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on voit des opposants qui, eux, ne sont pas de notre mouvement forcément. Sonko au Sénégal, ainsi de suite. À Tchadam, au Togo, etc. Mais c'est à nous de former les cadres qui vont relayer ces opposants. Parce que nous entrons dans une période de transition au cours de laquelle la société civile panafricaine va reprendre l'initiative historique. Et à ce moment-là, nous allons prendre le pouvoir. C'est ce que j'appelle Community Power. Les partisans de Kofi Rekmire vont prendre le pouvoir partout en Afrique. J'attire l'attention des sceptiques sur le fait que moi-même, je ne suis pas homme à exercer le pouvoir. Parce que je suis trop entier pour faire des compromissions. Par contre, nous préparons tout ce que nous faisons, les lives, tout ça là. C'est ça qui va faire qu'il y aura le Community Power. Les gens vont prendre le pouvoir. C'est une certitude absolue. Bien. Donc, il faut que Kémy Séba prépare le terrain à ces cadres panafricanistes de type nouveau. Ça veut dire qu'il ne faut pas des suivistes et des courtisans de Kémy Séba, mais il faut des gens qui soient formés en économie, qui soient formés en droit, qui soient formés en sciences politiques, etc. C'est le cas de Réus Séchat. C'est un remarquable politologue. C'est un remarquable géostratège. Et c'est un remarquable connaisseur du système capitaliste. Voilà pourquoi Réus Séchat est probablement, de tous ceux qui sont dans la mouvance de Kémy Séba, celui qui est le plus ouvert aux positions de Cheikh Anta Diop et de ses disciples. Voilà notre position. Et la troisième réflexion que nous faisons, c'est qu'il nous faut créer en Afrique des événements ensemble. On ne peut pas mener un combat quand il y a
des groupuscules ou des groupes qui s'ignorent. Donc il faudrait que, au cours de la prochaine initiative au Ghana, où il y aura pour la première fois le sommet africain afro-descendant, il ne faut pas seulement que quand c'est le président chinois qui nous convoque, on va. Il faut aussi que sur la terre d'Afrique, les afro-descendants et les Africains fassent jonction. Parce que vous voyez bien comment nos frères sont massacrés en Chine. Vous voyez comment l'Africain, partout où il est le dernier servi et le premier exploité. Il est le dernier servi et le premier asservi. Il faut bien retenir cette expression. L'Africain, il est le dernier servi et le premier asservi partout dans le monde, même en Afrique. Donc la seule façon de faire les choses, c'est d'aller faire ensemble le sommet des Africains et des Afro-descendants qui se réclament du panafricanisme révolutionnaire à Accra, sous la houlette de son Excellence Nana Addo Akufo, sous la houlette de son Excellence Jerry John Rawlings, sous la houlette de la fille de Nkrumah, Samia Nkrumah, qui a créé un institut Kwame Nkrumah. Donc, ça veut dire que ta mairie doit être présente pour montrer les livres panafricains. Dans un salon du livre panafricain en marge de tel sommet. C'est là où nous avons besoin de Kémy Séba. C'est là où nous avons besoin des partisans de Kémy Séba. Parce que c'est une force que nous ne pouvons pas négliger dans le processus actuel. Voilà pourquoi je formule un vœu. Je vais sortir un livre dont j'ai déjà fait une présentation pour les réseaux sociaux. Et ce livre est intitulé Raoult Nou Peret Mherou, formules efficaces pour la fusion du défunt justifié dans la lumière divine de Ra, exégèse du livre sacré du peuple noir. Je ferai une tournée au Bénin, à Cotonou. Je voudrais que, au moment de la présentation officielle du livre, un peu comme je l'ai fait pour le livre de Kémy Séba, que nous le ferons pour le tome 2, que nous le ferons pour le tome 3. Je voudrais que Kémy Séba me fasse l'honneur d'assister non seulement à la conférence dédicace dîner débat, puisque le livre va paraître aux éditions Medouneter, qui est la maison d'édition que le frère Narmer dirige, n'est-ce pas? Mais je voudrais aussi qu'à cette occasion, Kémy Séba puisse, devant la jeunesse africaine, montrer que nous sommes déjà dans un plan, une dynamique unitaire dans l'action. Voilà le vœu que je pouvais formuler, in fine, après avoir exploré les 9 premières questions. Dernière et 10e question, à titre personnel. Quelle leçon majeure tirez-vous de votre lecture méthodique de l'ouvrage majeur de Kémy Séba intitulé Supra-Négritude? Je voudrais, avant de redonner la parole au Sèche, relire la 9e question qui tout à l'heure ne m'avait pas paru très claire. Elle est celle-ci, la 9e question à laquelle le Sèche a répondu. Quel est l'apport réel et incontestable de Kémy Séba au débat contemporain relatif au panafricanisme des peuples? Panafricanisme des peuples, entre guillemets, page 149. Voilà, ça c'était la 9e question à laquelle le Sèche a répondu. Je répète donc la 10e et dernière question. À titre personnel, quelle leçon majeure tirez-vous de votre lecture méthodique de l'ouvrage majeur de Kémy Séba intitulé Supra-Négritude? Sèche Kovi. Je pense que certains concepts sont des concepts fédérateurs. Richard Wright avait écrit quelque chose sur Black Power. Mais Richard Wright, comme chacun le sait, n'était pas particulièrement un activiste révolutionnaire et encore moins un militant politique. C'est un écrivain. Mais quand il a écrit Black Power, il voulait dire par là que aucun peuple opprimé dans le monde n'est jamais parvenu
à se relever et à renaître de ses cendres, un peu comme l'oiseau bénou des textes pharaoniques, s'il n'a pas pris le pouvoir. Bien. La notion de pouvoir, certains l'opposent au savoir. D'autres l'opposent à l'avoir, c'est-à-dire l'argent. Mais le pouvoir est au carrefour de tout ça. Parce que quelqu'un qui a l'argent et qui sait ce qu'il faut faire pour relever le peuple noir, eh bien, il est dans ce qu'on appelle le pouvoir financier. Le pouvoir financier. Donc c'est un levier capital. Mais le pouvoir financier, vous avez beau donner la finance à des gens qui sont occidentaux dans leur tête. Ils vont en faire un mauvais usage. Il ne faut pas donner de la confiture au cochon ou du diamant au ponceau. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner à des gens qui spirituellement sont prêts à faire face à l'adversité sans être corrompus. Des noirs incorruptibles. Ça, c'est les valeurs spirituelles qui permettent de faire. Ça, c'est un levier fondamental du pouvoir. Ça s'appelle le pouvoir spirituel. Voilà pourquoi les francs-maçons prospèrent. Ils ont transformé le pouvoir spirituel en pouvoir occulte. Et ils prospèrent dans l'ombre. Et ils manipulent tout le monde. Deuxième chose, ensuite, le pouvoir financier avec le pouvoir spirituel. Sans le pouvoir scientifique et intellectuel, ça ne vaut rien. Parce que vous ne connaissez même pas les lois du système qui vous domine. Comment voulez-vous vous le transformer? Vous ne connaissez même pas les lois sociologiques, la sociologie, la société dans laquelle vous avancez. Comment les hommes fonctionnent? Vous allez me citer Durkheim. Vous allez me citer tel ou tel auteur comme Parsons des États-Unis. Mais le premier grand sociologue, c'était un nègre qui a étudié les raisons pour lesquelles nous avons failli détruire l'empire pharaonique. Et pourquoi nous sommes entrés dans un système de crise. Akhenaton a voulu répondre aux contradictions qui n'ont pas été résolues. Notamment ce qu'on appelle la révolution osirienne et paysanne à la fin de l'ancien empire. Il s'appelait Ibu Uru, c'est-à-dire Ipu Ur. C'est le premier sociologue de l'humanité sur la base des documents. Je ne parle pas des fantasmes. Si vous voulez avoir le pouvoir, comment je veux dire, médiatique, mais il faut des médias. Quels sont nos médias en fait? Nos médias sont où? C'est-à-dire, je demande aux nègres, la voix des Kémites, c'est où? Une telle voix, est-ce qu'elle est entendue? Non. Je parle de VOIX. Pourquoi elle n'est pas entendue? Parce qu'il n'y a pas de voix VOIE. On ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on vient, c'est le chaos. Donc tout le monde parle sur Internet. Donc les gens parlent n'importe comment. Tu vois? Il y en a qui ont dit que les Chinois, c'est la race qui a le plus exploité les nègres. Mais les Chinois n'ont pas fait la traite négrière. Hein? Les Chinois faisaient aussi du commerce avec le grand Zimbabwe. Mais la Chine, pourquoi elle se comporte comme ça vis-à-vis des Noirs? Il faut se demander ce que la Chine a fait de ses propres Noirs. C'est eux qui ont fait la muraille de Chine, la grande muraille. Ils sont morts comme des mouches. C'est ces Noirs-là qui étaient les premiers Chinois. Comment voulez-vous que les premiers Chinois ont été opprimés? Ils voient l'état dans lequel l'Afrique est aujourd'hui. Ils vont prendre quasi gratuitement les ressources de l'Afrique et ils ne vont pas mépriser les Africains. Même vous-même, quand les Noirs d'Afrique du Sud commencent à tuer les Congolais, massacrent les gens, est-ce que vous dites quelque chose? Vous ne réagissez, vous ne faites des marches que quand les autres font ce que vous-même vous faites à votre peuple. Il faut que les nègres arrêtent l'hypocrisie. Je ne suis pas un Covid sans mémoire. Nous ne serons légitimes dans aucune contestation de la négrophobie tant que nous ne nous comporterons pas fraternellement comme entre nous, Kémites, comme les mêmes, comme la même famille. Donc, je dis que tous ces pouvoirs, le pouvoir technologique, c'est très important. Parce que c'est comme ça que demain, nous allons faire les futurs outils qui vont faire la conquête de l'espace. Bon, il y a quelque chose que les Noirs vont être les premiers à faire. Je le dis pour Zafio.
Parce que Zafio lui-même, il doit méditer sur ça. Il ne faut pas qu'il s'amuse avec ça. C'est les ordinateurs quantiques. Les Noirs vont faire. Ils seront les premiers à faire les autres. D'abord, l'Ougandais qui a eu l'idée. Il est déjà aux États-Unis. Oui, parce qu'il y a une fondation qui lui a donné l'argent. Et il vit actuellement à Beverly Hills. L'Ougandais qui a eu l'idée des ordinateurs quantiques. C'est quoi? On va en parler plus tard. Hein? Parce qu'on va faire aussi des lives sur les grandes innovations scientifiques et technologiques du peuple kémite. Hein? Parce que les plus grands inventeurs du monde, c'est les Africains. Sauf que leurs dispositifs brevetés sont confisqués par les Occidentaux qui font ensuite en quantité industrielle hein, l'usage de ce qu'eux, ils devraient avoir au bénéfice de l'Afrique. Quand un inventeur, ses produits sont vendus partout dans le monde, normalement l'argent doit venir dans des fondations pour permettre aux jeunes Africains d'avoir des bourses et étudier pour faire la renaissance kémite. Ce n'est pas le cas. C'est la traite de la matière grise africaine qui est l'actualité aujourd'hui. Donc il faut qu'on en finisse. Donc ça, on ne peut en finir que par le Kemetic Power. Et l'homme qui a fait le Kemetic Power, c'est Stokely Carmichael. Il avait créé quelque chose qu'on appelle Student Non-Violent Coordinating Community. Nous sommes en 1966. Moi, j'avais 4 ans. Et Stokely Carmichael, il a fait 3 principes. C'est sur ça que je vais conclure. Le premier principe, c'est le principe de l'autonomie organisationnelle. C'est-à-dire, pour le Black Power, l'organisation des Noirs, dans tous les domaines, même scientifiques, ne peut se faire que sous commandement exclusif des Noirs. Mais pas des Noirs qui sont juste des scientifiques. Des Noirs qui sont panafricanistes. Avant d'être physiciens, avant d'être économistes, avant d'être juristes, doivent être panafricanistes. Et ils doivent militer, on les voit. Ce n'est pas des gens qui vont venir comme ça. J'ai fait des études à Massachusetts. Non, ça c'est des aliénés. On n'a pas besoin. On va juste utiliser leurs compétences et puis on leur donne $10 et puis on dit full gars. Espèce de wawat. Donc, le problème qui est là, c'est que nous devons faire une autonomie organisationnelle. Nous devons faire de l'autonomie organisationnelle un principe fondateur du Kemetic Power. Deuxièmement, il faut un lobby. Un lobby, c'est-à-dire un réseau d'entraide, de solidarité et de partage entre Kémites. Je n'ai pas dit en tous les Noirs, entre Kémites seulement. Nous reprécisons de quoi nous parlons. Nous allons parler de ce lobby Kémite. Oui. Qui est destiné à faire son expansion. Tu vois? Donc, à un moment donné, on va appeler ça comment? Hein? On va appeler ça World Economic Empowerment. Kemetic Economic Empowerment. C'est ça qu'on dit. C'est-à-dire que c'est un programme pour relever notre peuple, le peuple kémite, à partir des fonds d'investissement de notre peuple. C'est la deuxième chose. Et le Black Power se fonde sur quoi? Se fonde sur le fait que toutes les croyances, que ce soit religieuses, philosophiques, je dis bien les croyances, fondées sur la négrophobie, doivent être éliminées de l'armature superstructurelle, la superstructure qui va fonder la libération de notre peuple. C'est-à-dire, les idées sur lesquelles nous allons nous appuyer, aucune ne doit être tirée de l'islam. Aucune ne doit être tirée du christianisme. Aucune ne doit être tirée du judaïsme. Ça, c'est ma divergence persistante avec Elie Sebar. L'islam, sous sa forme orthodoxe comme hétérodoxe, ne sera d'aucune utilité pour la renaissance kémite. Voilà ma position. Nous éradiquerons tout ce qui, de près ou de loin, se rattachera aux thématiques négrophobes de ces religions abrahamiques qui sont en tout état de cause des contrefaçons. Voilà notre position. Donc, pour moi,
l'importance de l'ouvrage de Kémy Séba, la leçon majeure que j'en ai tirée, c'est qu'un jeune homme africain qui n'est pas né en Afrique a vu naître dans son cœur, en fréquentant ses frères africains américains, l'amour de l'Afrique. À partir de ce moment-là, il a pris la décision de devenir le protecteur, le libérateur et le guide éclairé de son peuple en errance et en perdition. Cet amour de Kémy Séba pour la race noire, c'est ça qui me le rapproche de moi, fondamentalement. Et pour finir, je dirais que j'ai retenu ceci. Kémy Séba est en conflit rhétorique permanent avec la mouvance afrocentriste. Mais tout ce que Kémy Séba a apporté de consistant dans sa vision même du panafricanisme révolutionnaire est dû à Cheikh Anta Diop et à ses disciples. Et j'ai la modestie de me compter parmi ces disciples-là. Parce que je pense avoir aussi beaucoup fait. Parce qu'on cite des gens, mais en fait, c'est nous qui étions les premiers. Nous n'étions pas les précurseurs, mais nous fûmes assurément les pionniers ici en France de ce qu'on a appelé donc le combat pour l'État fédéral d'Afrique noire et aussi pour les humanités classiques égypto-nubiennes. Je dois saluer pour cela tous ceux qui, comme Chou Gratien, comme notre sœur des États-Unis, Lily Train, comme le doyen qui est toujours en train de travailler là-bas en Côte d'Ivoire, et Théodore. Tous ces gens, on ne peut pas les oublier. Ils ont été parmi les pionniers, à défaut d'avoir été les précurseurs et encore moins les fondateurs. Voilà ce que je peux dire. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je vais citer maintenant, selon ce rituel immuable, le maître, celui-là même qui trône pour l'éternité au sommet de la pyramide de la lumière, à savoir le savant encyclopédiste Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop écrivait dans Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, la phrase suivante. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé comme le serait tout autre homme, qui soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélée par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne saurait prospérer. Non. Réciproquement, l'égyptologie, ah ça c'est important. Non, parce que les citations clés sont des citations cultes. Il faut que nous soyons en capacité à tout moment de reprendre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Kémites de tous les continents, unissons-nous, vive libre ou mourir. Nous vaincrons. Kémitic power, Kémitic power, Kémitic power. Ache, 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 Matondo. Merci pour ces retrouvailles, pour ce 62e live qui nous a donné l'opportunité depuis plusieurs heures de bénéficier des lumières du Sage Kovi Miret autour de l'ouvrage de Kémy Séba, Supra Négritude.
Tome 1. Tome 1. Nous vous remercions d'avoir été en notre compagnie, de nous avoir suivis. Et nous vous remercions de tous les témoignages de sympathie, de tous les témoignages d'affection que vous n'avez cessé de nous témoigner en ce temps de confinement, mais aussi en raison des empêchements qui a pu nous éloigner de ce programme. Comme le Sèche l'a dit tout au long de sa présentation, nous nous retrouvons dimanche autour d'une grande journée pour célébrer le Kemetic Power. Et à ce sujet, je voudrais redonner la parole au Sèche pour terminer, pour conclure. Et voilà. Oui, alors je remercie le frère de combat Narmer Nzeo. Je précise que il y a eu confinement, certes, mais nous-mêmes, on a été un peu confinés pour des raisons d'ordre médical. Et pourquoi ne pas le dire, il y a eu un afflux de témoignages, de sympathie. Et je dois dire que ça nous a beaucoup galvanisés aujourd'hui, parce que nous avons vu l'impact de ce que nous faisons. Et comme je vous l'ai toujours dit aussi, vous avez noté certainement une amélioration dans la qualité des lives. Aussi bien la netteté des images que la concomitance du reportage sur Facebook et sur YouTube. Vous disposez à cet égard d'un certain nombre d'outils qui vous permettent d'améliorer toujours et encore plus la qualité des lives que nous faisons. Je le répète, gracieusement et gratuitement, depuis 62 séances. Donc, cela veut dire que nous sollicitons votre soutien financier et logistique. Et vous savez très bien qu'il existe à cet égard les terminaux de paiement. Il existe aussi PayPal. Il existe aussi des virements bancaires. Donc, le frère Narmer se tient à votre disposition pour que, dorénavant, tout ceci soit affiché, afin que vous n'ayez pas d'efforts particuliers à faire pour pouvoir faire de tels actes qui sont des soutiens logistiques d'une très grande importance. Je le répète et je l'ai toujours dit, de même qu'une voiture ne fonctionne pas sans carburant, un combat ne peut se faire sans logistique. Et la première de toutes les logistiques, c'est la participation financière. Si nous voulons être autonomes, si nous sommes si jaloux de notre indépendance, nous devons commencer par là. Voilà pourquoi nous avons dédié à Marcus Garvey la grande journée de promotion du Kemetic Power et aussi du lobby Kemit. Parce que, pour nous, Marcus Garvey a apporté les solutions à des problèmes qui étaient réputés insolubles de son temps. Et malgré les solutions de Marcus Garvey, nous continuons à les croire insolubles. Voilà pourquoi nous disons que sans le co-développement avec l'Occident, nous ne pourrons pas nous en sortir. Sans la Chine, on ne peut pas s'en sortir. Alors qu'en fait, l'Afrique est le continent qui réunit les potentialités qui lui permettent de s'en sortir seul et de vivre en autarcie pendant 10 000 ans. Je vous l'ai toujours dit. Donc, 10 millénaires d'autarcie. Donc, ce que je veux dire aussi, et cela concerne à titre personnel votre serviteur, donc dimanche, j'aurai 58 ans. J'ai failli même mentir en disant j'aurai 28 ans. Bon, donc j'aurai 58 ans. Je suis né un 26 avril 1962. Donc dimanche 26 avril 2020, j'ai 58 ans. En 2022, j'aurai 60 ans. Ça veut dire que nous sommes sur la fin. Je suis plus proche de la sortie que de l'entrée. Et j'en suis conscient. Mon état même me le rappelle. Voilà pourquoi nous allons nous retrouver parmi ce qu'on a appelé le cercle
des partisans de Rex Miret, le premier cercle des partisans de Rex Miret doit être présent. Quiconque n'est pas présent me démontrera par là qu'il a été kidnappé par le virus. Le virus. Donc, vous devez être présent. En venant, vous devez savoir aussi que c'est par vous et grâce à vous que vit la bibliothèque, la librairie. C'est-à-dire Père Médiat, Tameri Sematawi. C'est par vous et grâce à vous que vit la librairie. Par conséquent, je vais demander au cercle rapproché des partisans de Kovi Rex Miret de bien vouloir acheter au moins 3 livres. De préférence parmi les livres de live. Pour ceux qui n'ont pas encore pu acquérir les 62 livres. Parce qu'il faut être riche pour acquérir les 500 livres. Et même si dans 2 ans, je n'ai pas fait les 500 lives, mais au moins on en aura fait 100, 200. Donc, je voudrais dire combien nous sommes fiers de vous compter parmi les gens qui lancent le Community Power. Et ce lancement, ce sera dimanche. Soyez présents. Soyez à l'heure. Faites en sorte que nous nous réunissions autour de ce qui est essentiel. La mémoire de ceux qui ont fait, ceux qui ont donné leur vie, ceux qui ont sacrifié leur vie pour que l'espoir puisse renaître. Je parlais tout à l'heure de Walter, je parlais de Habermas, mais il y a aussi Walter Benjamin. Qu'est-ce qu'il a dit, Walter Benjamin? Il dit, les êtres humains pensent souvent que l'espoir doit venir de l'exemple de la vie d'un saint. Eh bien, l'espoir est à la portée de n'importe quel commun des mortels. Mais pour que l'espoir devienne réellement espoir, il faut qu'on puisse tirer de ceux qui n'ont plus d'espoir, c'est-à-dire ceux qui sont sujets au désespoir, la certitude que c'est nous qui allons leur donner l'espoir. Voilà pourquoi il disait la phrase suivante, c'est par ceux qui n'ont plus d'espoir que l'espoir nous est donné. Matondo. Matondo. Merci, merci, Matondo. Nous ne saurons conclure ces retrouvailles sans mentionner toute notre gratitude à l'endroit de Zafio, hein, qui a assuré la partie technique, disons, de cette rencontre. Avec brio. Avec brio. Oui. Et qui, ces dernières semaines, et depuis bien des semaines, a pu, dans ces moments d'empêchement, montrer tout son investissement. Et nous tenons à le saluer ici et à dire combien nous sommes galvanisés de sa présence. Matondo! Matondo! Hotep et... Hotep! Hotep!